Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau format, bon, qui n'est pas particulièrement original, puisque grosso modo, il va s'agir de regarder des bouquins. Ça va s'appeler Encre et Pixels. Parce que, même si c'est des bouquins dont je peux me servir quand je les ai en format physique, la plupart de mes livres de jeux de rôle, je les ai aussi en bibliothèque de PDF, et je m'en sers beaucoup aussi en PDF pour les lire facilement n'importe où, ou même pour préparer, puisque je joue essentiellement à distance. Et donc on va regarder des livres de jeux de rôle, évidemment. Et le but, ça va pas être de vous faire une review, genre est-ce qu'il faut l'acheter, est-ce qu'il faut pas l'acheter, mais juste de vous en parler. Évidemment, comme toujours sur la chaîne, il y a plus de chances que je parle de trucs que j'aime bien que de trucs que j'aime pas, hein, on va être clair. Et le but, en fait, c'est de regarder le bouquin non pas nécessairement comme un produit, mais comme, voilà, une porte, un portail vers les arcanes. Les arcanes du jeu de rôle. Pour moi, c'est aussi un moyen de me forcer un petit peu plus à utiliser mes livres, de manière un petit peu plus approfondie. Je me sers quand même énormément de plein de PDF et de plein de bouquins. Mais j'ai tendance à picorer un peu à droite à gauche, à avoir 6 PDF ouverts en même temps, etc. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, je prépare la Shadow March 3. Et je me suis créé une sorte... J'essaie de mettre en place une sorte de petit rituel où en fait, je sais à peu près le thème du chapitre ou du moment qu'on est en train de jouer dans la campagne. Et mon but, c'est de, au lieu de creuser et de trop réfléchir, parce que j'ai tendance à changer, rechanger ma préparation non-stop, en picorant à droite, à gauche, etc. Mon but, c'est de me faire des petits rituels où je vais aller à côté de mon ordinateur, prendre un livre, prendre une double page d'un carnet et feuilleter ce livre et prendre tous les trucs que je trouve cool et je les fous dans ma campagne. Le parti pris de la Shadow March 3, c'est que ce soit un peu plus onirique, un peu plus gonzo. Donc j'essaie moins de réfléchir à l'univers dans son ensemble, etc. J'ai juste envie de jouer des trucs cool que je trouve cool dans plein de livres cool, en fait. Et donc c'est un peu... Voilà, ces deux démarches sont un petit peu concomitantes. Alors bon, après, dans Encre et Pixels, puisque c'est déjà une institution qui va perdurer dans le temps, ça c'est une certitude. Ce sera peut-être pas toujours par rapport à la Shadow March 3, par rapport à cette méthode de préparation, mais peu importe, on va aller explorer des livres, comme des magiciens dans une tour de magiciens. Donc aujourd'hui, on va commencer avec The Monster Overhaul, donc je vous montre rapidement à quoi ressemble le livre en physique, sachant que le récupérer en physique, c'est plutôt cher, parce qu'il faut payer les droits de douane, tout le bordel, ça vient de... Je sais même plus d'où ça vient, mais c'est cher, mais je sais pas, le livre est tellement stylé que... Je trouvais que ça valait le coup pour moi, et puis c'est bien pratique justement pour le petit rituel dont je vous parlais plus tôt. Ensuite, on va le regarder en PDF. The Monster Overhaul, c'est un bestiaire. Les bestiaires, c'est vraiment très cool. Il y a plein de types de bestiaires différents, des bestiaires qui ont des approches différentes, etc. Celui-là, c'est présenté comme un bestiaire pratique, by Scarpless. Je ne sais pas qui est Scarpless. C'est plutôt pour des jeux old school. Et franchement, ça a de la gueule. Je trouve que c'est un des meilleurs bestiaires. Donc on va maintenant aller regarder le PDF. Donc le voilà, The Monster Overhaul. Un gros bouquin. En physique, il est beaucoup plus gros que ce que j'imaginais. Et il est beaucoup plus beau que ce que j'imaginais aussi. Donc c'est vraiment un bel objet, mais là on va regarder le PDF. Et donc grosso modo, l'idée de ce bestiaire, c'est de prendre tous les monstres classiques et de proposer des tonnes de twists différents. Donc j'ai un autre bestiaire dans ce genre-là, je sais plus comment il s'appelle, peut-être qu'on le fera aussi en vidéo. Mais je trouve ça vraiment excellent parce que un truc que j'aime bien moi dans la fantasy, c'est le twist et le connu. En fait, faire une aventure dans un monde de fantasy où aucun des monstres, où tous les monstres essayent d'être originaux, ou sont spécifiques au setting, etc. Moi ça m'ennuie un peu parce que j'aime bien les tropes en fait de fantasy, quoi. Les tropes de fantasy, le gobelin, le troll, le machin, je kiffe. Et en fait, proposer des twists, c'est ce qui va permettre de rendre davantage intéressant leur rencontre et l'exploration. Parce que évidemment, jouer dans un monde qu'on connaît sur le bout des doigts, on a peut-être moins ce sentiment de découverte. Et donc apporter des twists aux monstres plutôt que d'en créer à chaque fois des plus loufoques et des encore plus loufoques, c'est une des approches que je préfère, même si je peux parfaitement aimer aussi des bestiaires qui proposent des monstres qui essayent d'être hyper originaux. J'aime bien à chaque fois, moi, que ma base, ce soit un petit peu un truc connu. Et comme ça, quand on va vraiment aller vers un monstre bizarre, qui est très différent, ça va créer un deuxième sentiment. En fait, on en a encore sous le pied pour surprendre encore plus en mettant un monstre qu'on n'a vraiment jamais vu. Enfin, bon, tous les monstres sont inspirés de quelque chose, hein, mais ça donne deux couches d'étrange à notre univers. Donc avoir le côté prévisible avec un twist et le côté complètement différent. Et donc là, on est plutôt sur le twist et le prévisible. Et donc c'est plutôt pour du old school, vous allez voir, il y a très peu de stats, etc. Plutôt des capacités et de la saveur. Donc comme dans beaucoup de bouquins du genre, dans la double page, en fait, je sais même pas comment on appelle cette partie du bouquin, mais dans la couverture, en fait,
On va avoir des tables, donc on a un rappel des chapitres. On a une table aléatoire de monstres populaires qu'on voit souvent, les gobelins, les loups, tout ça. Un truc de jet de réaction avec un peu de variété, les raisons de la rencontre, avec à chaque fois en plus bien compartimenté dans des petits trucs différents, genre bestial, intelligent, en train de faire des plans, etc. etc. L'endroit où on va tomber sur la créature, alors ça, bon, un peu plus difficile à utiliser en pleine partie, je dirais. Ça peut faire émerger un lieu par la même occasion, mais en gros, ça voudrait dire qu'on tire aléatoirement le lieu, entre guillemets, en même temps, ou ça peut inspirer la rencontre en amont en fonction de comment on prépare. Là, on a une petite table aléatoire en plus. Là, un vice, une vertu. Voilà, on a différents trucs qui sont bien sympas. Une table que j'aime beaucoup, c'est celle-là. C'est une upgrade. Et c'est très rapidement un petit changement mécanique de la créature. En plus, on en a 20, ce qui est quand même pas mal. Donc genre, c'est un élite. Hop, allez, on lui donne plus 9 points de vie. Et il est légèrement plus intelligent. Il est aquatique. Ah bah, il peut nager. C'est le fantôme du monstre. Il peut changer de forme. Donc ça, c'est très très cool. Ça, j'aime beaucoup. Alors, un truc que je précise aussi de Encre et Pixel, comme c'est pas de la review, vous attendez pas à ce que j'ai lu tout ce bouquin. En réalité, je l'ai manipulé un petit peu dans les dernières semaines. Et là, je me suis posé 1 heure et demie avec. Si ça tombe, ces livres, on va même venir les revisiter. Parce que c'est ça qui est cool avec les livres de jeux de rôle. Surtout, en particulier, ce genre de livre. C'est qu'on va rarement s'en servir une fois. On va retourner les voir. Donc là, je vais m'arrêter sur quelques trucs dont je me suis servi aujourd'hui. Et sur le livre au global. Peut-être que j'y reviendrai, qu'il y aura une autre vidéo sur ce livre. On ne sait pas. Donc, on a bien sûr une intro qui va nous aider un petit peu à savoir comment utiliser le livre, et puis ensuite, ça va être le monstre. Et ensuite, on a des index que j'ai même pas vraiment regardé, je vous avoue. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup de choses. On a beaucoup de monstres quand même. Il y a peut-être quelques petits trucs un peu originaux, alors pas forcément inventés, mais que enfin, pas forcément nouveaux, mais qu'on ne voit pas dans tous les trucs. Genre, par exemple, le tardigrade, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Le tortoise tsar, je ne sais pas ce que c'est non plus. Vous voyez, il y a quand même quelques petits trucs rigolos. On va pas regarder plus que ça, mais vous voyez que tout de suite, on voit qu'il y a des trucs qui sont rigolos. Parce que par exemple, on a le menu lié au monstre. Ça, c'est sympathique. Et donc, en termes mécaniques, en fait, on va avoir le dé de vie du monstre, avec à chaque fois ses points de vie calculés. Éventuellement, des sauvegardes demandées. Alors, c'est des sauvegardes plutôt à la Old School Essentials, etc., qui collent pas directement avec Shadow Dark, mais c'est facile de traduire ça avec Shadow Dark, hein, parce qu'on peut tout simplement dire que c'est de la Dex, de la Constitution, n'importe quoi. Mais bon, on nous réexplique quand même le vocabulaire de base. Un truc qui est assez cool et que je pense que je vais plus utiliser pour Shadow Dark, c'est le moral, parce que dans la manière dont est géré le moral. Dans Shadow Dark, normalement, un jet de moral, c'est un jet de sagesse où il faut faire plus que 15. Et je trouve que c'est un peu chiant. C'est un peu trop volatile, à mon goût. Donc honnêtement, là, on a le moral un peu plus old school, hein, c'est 2d6. Et il faut faire... si ça fait moins que le moral de la créature, elle ne fuit pas. Et si ça fait plus, elle fuit. On a un petit référentiel pour quand on nous parle d'armure, parce qu'en fait, le jeu ne va pas nous dire elle a 12 de classe d'armure. En fait, elle va nous dire qu'elle a une armure comme le cuir dans le jeu auquel vous jouez. Donc le jeu n'est pas prescriptif du tout. Hein. Comme tous les trucs OSR, vous vous inspirez, vous partez à peu près de la base qui vous est proposée, vous la changez pour votre jeu, vous faites ce que vous voulez. On n'a pas de bonus d'attaque, ça c'est important. On a des dégâts, mais on n'a jamais le bonus d'attaque, la difficulté vraiment pour résister, tout ça. Et donc ça va plutôt... le bonus d'attaque, en fait, il me semble, dans Old School Essential, c'est que c'est plus ou moins calculé par rapport à votre dé de vie. Donc si vous avez un dé de vie de 0, bah, ça fait rien. Si vous avez un dé de vie de 1, ça fait rien. Mais à partir du dé de vie de 2, la créature a plus 1 pour attaquer. Et je crois que c'est donc jusqu'à 6, du coup, si vous avez... Elle a 6 dés de vie, elle va avoir plus 5, et puis après c'est plus 1 tous les 3, enfin bon, c'est une formule à la con. Mais voilà, vous pouvez, pareil, vous baser sur votre jeu, ou aller regarder n'importe quel jeu, avec n'importe quel jeu ça va fonctionner, c'est à peu près calibré pour n'importe quel truc. Donc voilà, ça c'est juste des petits rappels. Ensuite on nous parle un peu de la philosophie derrière les rencontres aléatoires, la philosophie derrière les tactiques, on nous parle d'économie d'action, ça c'est intéressant, on nous en parle pas dans beaucoup de jeux, hein. Donc là on nous parle un peu d'équilibre, de comment on peut réfléchir à tout ça. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Ensuite, on a des grands chapitres. Et donc, le premier grand chapitre, c'est People, avec une illustration qui est assez stylée. Genre, en fait, la carte derrière, là, avec les gens qui sont un peu grands, qui sont pas vraiment proportionnés, ça fait un peu illustration moyenâgeuse. Mais en même temps, devant, c'est plus une illustration quand même un peu comics, quoi. Donc je trouve qu'elle est vraiment stylée, cette illu. Et puis, on continue avec ce que je trouve assez intéressant, c'est une table de omen. Et donc, les omen, c'est des signes avant-coureurs de la rencontre. Je trouve ça assez sympa. En tirant un signe avant-coureur de la rencontre et en y ajoutant la dite rencontre, non seulement vous avez les indices de la rencontre à venir, mais en plus, ça vous fait déjà réfléchir au twist de la rencontre. C'est-à-dire, on tombe pas sur 5 soldats, on tombe d'abord sur une brume violacée et très épaisse et des chuchotements qui s'accélèrent, qui ont l'air un peu des chuchotements furieux, avant de tomber sur la rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire de notre rencontre sur 10 soldats ?
Je ne sais pas. Là, on a vite fait un rappel des différents trucs qu'on va avoir dans ce chapitre avec leur dé de vie. Et puis voilà, à chaque fois, on a vraiment énormément de tables pour s'inspirer. Donc ça, c'est plein d'idées de rencontres aléatoires avec des gens. Et voilà, le livre aussi plein de surprises, c'est ça qui est cool. Et ça inspire, c'est qu'on tombe aussi rapidement sur des maps un peu liées au truc. Vu que là, on est dans le peuple, en fait, dans les gens, et ben on a une map d'un village générique, voilà, dont on pourrait s'inspirer, se servir, dessiner rapidement sur une feuille de papier. On a une auberge rapide, avec à chaque fois une petite table. Vous voyez, il y a toujours des twists. C'est pour ça que, je sais pas si on peut parler vraiment d'une structure à ce livre. Il y a plein d'approches différentes. À chaque page, il y a des trucs différents. C'est super cool. Ça fait un peu penser à Nock, dont on parlera sûrement dans ce nouveau format. Donc là, on a des problèmes dans la taverne, par exemple. Et donc ensuite, quand on arrive sur notre première créature, l'aventurier, et ben on a d'abord, voilà, combien ils apparaissent, combien ils ont de points de vie, l'apparence, la voix, nana, leur petite stat, quoi, ça va très très vite. Un peu comment leur comportement, le genre de trésor qu'ils pourraient avoir, vous voyez, c'est assez concis. Et puis ensuite, là, on a à nouveau des tables. Donc des vices, des objectifs. Pourquoi les aventuriers sont là? De quelle est leur race? Et en fait, toutes ces tables, vous n'êtes même pas obligé de vous en servir que pour l'aventurier, quoi. Enfin, je veux dire, juste la table d'objectifs ici. Et pourquoi les aventuriers sont ici? Vous pouvez avoir un début de quête, de one-shot, de n'importe quoi. Ça, c'est vraiment cool. Donc, juste en feuilletant le livre et en ayant en tête, par exemple, une idée initiale, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de vous en servir comme d'idées racines, en fait, de ce que vous voulez préparer. Vous avez, par exemple, pour idée de faire une campagne qui se passe, je sais pas, dans la neige. Voilà, dans les terres du froid, je ne sais quoi. Vous feuilletez le livre, puis vous lisez, et de temps en temps, vous tombez sur un truc et vous faites extermination. Qu'est-ce que ça peut être ça dans ma campagne? Extermination. Et ensuite, on a indécent, et ça on l'a plusieurs fois, notamment sur tout ce qui va être humanoïde. Indécent, nom, caractéristiques notables, et objets bizarres, originaux, spécialisés. Genre des dagues en dents de vampire. Un truc un peu bizarre, quoi. Rien que cette table, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Et ce livre, ça va être que ça. Ensuite, on a des noms. Puis ensuite, on a la map générique un peu de fantasy, genre en mode crève-cœur. Tout ce qu'on kiffe, en fait. Et en fait, c'est drôle parce que ça en revient à ce qu'on se disait au départ, c'est que c'est un jeu qui cherche pas à vous amener plein de nouveaux monstres que vous avez jamais vus, mais à twister la fantasy dans laquelle on aime retourner, re-retourner. En tout cas, pour ma part. Donc c'est un mix de fantasy médiévale, je crois que c'est expliqué au début du bouquin, un mix de fantasy médiévale et de fantasy western, quoi, genre à l'occidental. Mais ouais, il y a des trucs bizarres quand même après. Donc par exemple, on a le royaume de la sagesse, le royaume des sandales, genre pour les Romains et tout, parce qu'on aime bien foutre des Romains. Vous voyez tous ces trucs un peu anachroniques dans nos trucs de fantasy. Le royaume lointain, qui évidemment est un royaume qui va être sûrement inspiré de l'Asie. La cité volante. Et je trouve que c'est très rigolo parce que rien que ça, rien qu'en balayant des yeux ce truc, vous dites ok, c'est quoi le prochain chapitre de ma campagne, le prochain petit X-Scroll, le prochain petit truc? Whalers. Ok, ça va être un endroit avec des petits villages proches de la côte où on pêche des monstres géants. Et il y a la cité engloutie qui est pas loin, The Sunken City. Donc ça, c'est bien vu en fait, tout simplement. Ensuite, on a les barbares. Et les barbares, ça va être pareil. Donc je passe rapidement les barbares. Les cultistes, vous voyez. Le lieu de culte classique des cultistes. Pour de l'impro, c'est parfait. De l'impro ou de la préparation à la dernière minute. Vous voulez préparer un donjon de cultistes. A priori, vous avez les idées de base qui vous reviennent souvent. Vous cherchez les idées de base. En fait, là, vous n'avez plus besoin de chercher. Vous venez ici, vous faites ok, ça c'est mon truc de cultiste classique. Je tire quelques trucs sur mon truc de cultiste pour mettre des twists. Je viens changer un peu le donjon par rapport à ces twists. J'ai mon petit donjon de cultiste que je voulais mettre quelque part sur mon X-Scroll. Bien sûr, si je fais une campagne exclusivement basée sur le fait d'affronter des cultes, etc., ça ne va pas... il va me falloir d'autres battle maps à terme, etc. Hein. Ça, c'est sûr. Mais si je dois faire ça rapidement, ou que j'ai juste une envie de ça, et ben voilà, là j'ai ma base. Et avec toutes les tables qui sont là, le nombre de twists est assez fou, puisqu'en fait, on pourrait avoir 10 rituels différents, avec 10 conditions d'activation différentes, 10 choses que les cultistes crieraient en attaquant. Voilà quoi. Les chevaliers. Les chevaliers, pareil. Qu'est-ce qui les rend excentriques? C'est quoi leur quête? C'est quoi leur nom? Voilà, on a plein d'idées. Un petit château générique. Donc, c'est vraiment excellent. On a les mercenaires. 50 missions de mercenaires. Ça, c'est des débuts de quête pour vos PJ. C'est gratos. Ensuite, on a des marchands. Et indécents marchands. Enfin, genre, je veux dire, vous voulez dans votre ville, là, mettre des marchands? Les PJ arrivent dans un village. Vous voulez pas déterminer qu'est-ce qu'il va y avoir exactement comme marchand d'avance dans ce village, mais vous dites, ouais, il va y avoir un petit marché où il y aura 4 marchands. Vous tirez 8 fois les dés, 4 fois pour le nom, 4 fois pour qu'est-ce qu'il vend.
bam, vous avez votre petit marché. Des pèlerins. Le pèlerin, je trouve que c'est un des plus rigolos. C'est un des plus, c'est un des plus originaux déjà. Et puis il y a le miracle des pèlerins, je trouve ça assez cool. Et les paysans. Les paysans, c'est vraiment le cliché. Le paysan, il a un truc d'apparence, et il a surtout un truc d'odeur. Genre juste une table d'odeur, ça me fume. Avec des objets mundane qu'il aurait avec lui, vous en avez un décent. Les bourgeois, les townsfolk. Le magicien. Le magicien, table aléatoire pour savoir quel genre de sort il a. Alors bon, vous n'avez pas forcément, vous, dans le jeu auquel vous jouez, la traduction de ces sorts là, mais on peut imaginer des choses. La manière dont il stocke ses sorts, etc., etc. Donc vraiment très très cool. Et surtout, une table essentielle. Un des 10 raisons pour lesquelles le magicien ne vous aiderait pas. Vous savez, quand il y a les PJ qui sont en mode le magicien il est puissant, pourquoi il nous aide pas? C'est incohérent, je vais faire une vidéo YouTube là-dessus. Et ben hop, un des 10 raisons pour lesquelles il vous aiderait pas. Ensuite, indécent magicien. À chaque fois, indécent objet magique qu'a le magicien. Ça, c'est cool. Donc ouais, très très cool. Et une petite tour de magicien générique. Donc là, on a fait le tour de la ville. Vous voyez, ça, c'était un chapitre. C'est un chapitre vraiment copieux, mais c'est cool parce que les PNJ, tout ça, on en a besoin. Hein. On en a besoin, les paysans, les machins, les trucs. On peut en croiser à l'appel. Donc je vais pas faire tous les chapitres comme ça, vous voyez. Mais voilà un petit peu la philosophie. Vous pouvez avoir des maps, vous pouvez avoir des twists, vous avez les stats, vous avez des noms, vous avez plein de choses. Ensuite, on va sur le donjon. Donc pareil, on recommence avec des omens, des rencontres aléatoires, etc. Et puis c'est reparti. Giant Spiders, un des 12 variantes d'araignées géantes. Gobelins, leur couleur. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire quand on vient les voir? Et hop, indécent gobelin. J'ai envie de dire que c'est un peu indécent tout ce qu'on nous propose dans ce livre. Les 10 montures différentes des gobelins. Des vers, des araignées, un autre gobelin. De quoi ont peur les gobelins? Et surtout, quelle est leur méthode de leadership? La timocratie? Ils sont dirigés par Tim. Tim, the chosen one, prophesized burst. Celui-là, il est excellent. La machine de guerre Goblin, un boss sympa comme tout. Vous tirez aléatoirement les différentes capacités de la machine, un petit peu comme le tir à l'œil peut avoir avec ses différents yeux, différentes capacités. Bah là, en fonction des parties de la machine, il aura différentes capacités. Il a quand même 100 points de vie, le bazar, 20 points de vie par différentes parties. Là, vous pouvez vous amuser avec ce truc. Et puis ensuite, on va sur la liche, etc., etc. Donc vous voyez que c'est interminable. Et honnêtement, je suis pas allé beaucoup plus loin que ça dans mon utilisation, parce que justement, moi, je suis parti sur des gobelins, là, un petit peu, cet après-midi, quand je feuilletais le bouquin. Je suis parti sur des gobelins, mais je sais que je réutiliserai le bouquin quand j'aurai envie de repeupler des trucs, etc. etc. Et voilà, le truc est vraiment cool. Ça, c'est bien sympa aussi, comme on voyait au début, il y a le menu. La chair de la momie a des propriétés pharmaceutiques. Elle soigne les petites maladies pas graves et permet de mieux y résister. Une petite recette avec des myconides aussi, ça peut être cool. Et donc voilà, c'est interminable le bouquin. Alors je vais vous montrer un petit peu les différents chapitres pour qu'on aille plus vite. Parce que maintenant que je pense que vous avez à peu près compris le fonctionnement. Est-ce que j'ai... Ouais. Donc les différents chapitres, on a le donjon, donc. Puis ensuite on a les dragons. Et là c'est intéressant parce que les dragons, il nous faut des twists. Donc on a les kobolds, etc. Mais on a vraiment tout un petit bestiaire de dragon, rencontre aléatoire de dragon. Et donc on a le dragon ancien qui a plein de capacités là. Il a combien de points de vie? 135 points de vie, le bordel. Et il a un titre, bien sûr. Il a un titre, ce dragon, c'est pas n'importe qui. Il a une forme, un problème qu'on peut résoudre pour essayer de le calmer. Il a un des 20 attaques spéciales, ça c'est cool. Genre un souffle de radioactivité. Et bien sûr, le menu aussi. Et là, ce qui est sympa, c'est que on nous parle aussi de sa désolation, quoi, l'endroit où il est. Et ensuite, on a une table pour générer son trésor. Donc, à chaque fois, en fait, il s'agit pas de... Comme, par exemple, dans Shadow Dark, vous voyez, ce genre de bestiaire ne rend pas caduque tous les autres, etc., bien entendu. Par exemple, le bestiaire de Shadow Dark, il est à visée efficace. Il codifie plein de monstres en assez peu de pages, parce que, bien sûr, il y a ses objets magiques, il y a plein d'autres trucs, etc., etc., avec. Moi, c'est mon moteur, Shadow Dark. C'est mon moteur. Maintenant, le bestiaire de Shadow Dark, il me donne pas une table pour créer le trésor du dragon, bien entendu. Il me donne des trucs d'objets magiques, etc., dans lesquels je vais pouvoir les piocher pour m'inspirer, pour peupler mes donjons, tout ça, tout ça. Ça, c'est un jeu. Je dirais que le bestiaire dont on parle, là, il porte bien son nom Practical, parce qu'en fait, il a bien compris que, de toute évidence, quand il y a dragon, il y a trésor. S'il n'y a pas de trésor, il y a déception. On nous parle de dragon, on nous donne une page entière pour son trésor. Il ne donne pas une page entière pour le trésor des gobelins, il ne nous donne pas une page entière pour le trésor des mammouths. Il sait ce que c'est son trope et il vient nous proposer de quoi le faire. C'est vraiment, pour moi, c'est excellent. Donc ensuite, on a les enfants du dragon, le Drake, etc., etc. On a les dragons. Et on va juste aller voir le Droggin, c'est quoi ça? Le Droggin. C'est un dragon difforme, genre de la fin de l'ère des Targaryens. Un dragon éthéré. Ensuite, on a les bêtes pensantes. Donc je pense qu'on va avoir les wargs et tout ça, tout ça. On a les harpies. On a le kappa.
Donc on a aussi des petits trucs un petit peu plus... qu'on n'aurait pas dans un, je dirais, dans un bestiaire de base classique, quoi. On a quand même le kappa. Le lamassu, j'ai aucune idée de ce que c'est, on dirait un truc un peu perse, je sais pas, je ne connaissais pas le lamassu. Le minotaure. Et puis voilà, on a un petit labyrinthe générique de minotaure. Honnêtement, c'est peut-être pas la page la plus utile, celle-là. Bon, si on doit improviser très rapidement le labyrinthe, let's go. Mais il n'y a pas grand-chose pour le peupler, je sais pas si c'est la meilleure page. Et donc voilà, on va avoir plein de choses comme ça. J'ai envie d'aller spécifiquement par exemple au Sphinx, dont je sais qu'il a, voilà, il a 20 riddles, donc des énigmes, le Sphinx. Il a 20 énigmes dark, donc il a 40 énigmes proposées. Plus besoin d'aller sur internet chercher énigmes pour retomber pour la énième fois sur un blog de les 1000 meilleures énigmes notées par les internautes. Ensuite, Heraldic Beast, donc je pense que ça va être des créatures plus, voilà, basilic. Catoblépas, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut qu'il aille chez l'ostéopathe, là. C'est assez rigolo la manière dont sont représentés, d'ailleurs, il y a un style d'illustration qui est assez consistant à travers le machin. Un peu étrange, la cocatrice. Donc on en a vraiment beaucoup, hein. Le Primeval, donc là ça va plutôt être les trucs dans tout ce qui va être dinosaures et tout, si vous faites un voyage dans le temps, ce genre de choses. Et d'ailleurs, on a quand même la cave person, les habitants, les hommes des cavernes. Bon, c'est pas aussi détaillé que les paysans. En même temps, il y a quand même moins de chances qu'on ait besoin de beaucoup de choses sur les hommes des cavernes, dans la plupart des campagnes. Mais c'est sympa, vous voyez, on a quand même leur symbole. La manière qu'ils ont de percevoir le monde qui serait différente de la nôtre, genre par exemple que toutes les émotions et tous les rêves sont des communications directes des dieux. Ensuite on a les élémentaires, on va avoir le divin. Alors dans le divin, est-ce qu'on a des trucs? Le divin, c'est l'occasion de mettre un truc sur les dieux et tout. Donc là on a indécent ange. Ah c'est marrant, on a quand même une table de indécent ange. Ah bah voilà, générique cosmologie, vous voyez, c'est un peu comme le dragon il a un trésor, bah les anges il faut qu'ils aient un dieu quoi. Donc on va pas juste mettre un profil d'ange. On va mettre la cosmologie bizarre. Après que nous soyons morts, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dévorés par des dieux. Nous sommes renvoyés voir nos familles. Nous sommes juste oubliés et effacés. Nous sommes transformés en êtres plus grands. Si on a été méchant, blablabla, ah, c'est cool. Hein. Franchement, c'est un bestiaire. Peu importe le jeu auquel vous jouez, tant que c'est un truc de fantasy, quoi. C'est aussi un truc de world building de malade, en fait. Bon, ensuite, on a les morts vivants, dark and maligne, les ogres. Il y a quoi comme twist sur les ogres? Ok. Bon, il a moins de twist, l'ogre. Le vampire, il doit y avoir pas mal de trucs quand même. Donc là, on a le nom du vampire, on a ses manières. Comment le tuer? Retirer son cœur. Oh, ça c'est ultra stylé. Holy Text Bandage. En gros, faut le momifier avec des textes sacrés. Sa méthode de contagion, ses capacités spéciales supplémentaires. Je m'en doutais que le vampire aurait quand même un traitement particulier. J'ai jamais fait jouer de vampire, je crois. Ça a jamais été trop mon truc, mais avec un twist, ça donne envie. Donc toutes les histoires de vampires, tout ça. Les serviteurs du vampire, les origines du vampire. Ah, c'est trop bien. Et puis, bien sûr, son petit manoir. Quand même assez détaillé, hein. Il y a les souterrains, il y a... ouais, ça fait un mini donjon, quoi. Ça, c'est très très cool. C'est A Wizard Did It. Donc là, c'est tous les trucs, bon, c'est pas trop, hein. Genre le tir à un œil et tout. Donc c'est les créations des... Là, c'est pour peupler... Vous aviez le truc sur le Wizard, maintenant, c'est pour peupler le donjon du Wizard. Hein. Il y a le Anguillette, une grotte générique, ok. Les objets animés. Donc là, c'est tous les objets, les dégâts qu'il pourrait faire et les capacités de l'objet. Elsewhere Creature. Ah bah voilà. Elsewhere Creature come from Elsewhere. Donc là, c'est vraiment le truc pour créer aléatoirement du monstre. Donc ça, c'est sa base, sa couleur, sa texture. Il se déplace comment? Ça, c'est vraiment juste un truc pour faire des trucs bizarres, quoi. Il y en a aussi dans Shadow Dark. Des rifts, des failles venues d'ailleurs. Le laboratoire générique. En fait, si vous faites une campagne très thématisée, encore une fois, je répète un peu ce que je disais tout à l'heure, mais si vous faites une campagne très thématisée, bien sûr, il vous faudra, je sais pas, plusieurs laboratoires, parce que vous voulez faire un méga donjon de laboratoire et tout. Mais si votre campagne... parlons franchement. Si vous êtes comme moi, vous aimez bien revisiter, visiter, revisiter, rechanger, retwister. Il y a des gens qui disent oui, moi j'ai tout vu monsieur, j'ai joué 15 ans de la fantasy, maintenant seules les enquêtes dans les années 20 arrivent encore à faire battre mon cœur. Les enquêtes dans les années 20, tu veux dire que t'as pas joué à Cthulhu? Mais des fois on dit oui, la fantasy j'ai vu. Moi j'ai l'impression de jamais m'arrêter de revoir la fantasy. Et en fait, dans chacune de mes campagnes, j'ai envie de tout mettre. J'ai envie de mettre les vikings, j'ai envie de mettre les bidules, les machins. Dès que je fais un truc trop thématisé, 5, 6, 10 sessions et ça me va. Mais quand je suis dans l'esprit grosse campagne et tout, je veux un nouveau magicien avec un laboratoire. Et dans la campagne suivante, je veux un autre magicien avec un laboratoire, etc. etc. Et ce bouquin-là, j'ai l'impression qu'il
il peut presque générer des campagnes en fait. C'est pas seulement un bestiaire, ça va plus loin que ça. Vous refaites la même campagne avec le même... Alors ça marche pas pour tout, hein. Mais le dragon, vous le changez de sauce à chaque campagne, ça change toute la campagne. Parce que c'est tellement important, en fait, c'est une entité un petit peu comme on peut avoir dans 13e âge, vous voyez, le dragon. C'est comme la liche. La liche, il y en a une un peu à chaque fois. En fait, ça permet de dédramatiser un peu la liche, de se dire, ok, je peux faire plein de liches différentes, je peux créer très rapidement des liches différentes. Donc c'est pas grave si mes joueurs s'y intéressent pas, donc pour du sandbox, je peux mettre une liche à un endroit, ils la verront jamais, tant pis. C'est pas grave. Et surtout, je peux la remettre à chaque fois dans ma partie, ce sera pas pareil. Vous voyez, le vampire, le fait qu'il y ait une table aléatoire sur la manière de le neutraliser, ça fait que vous pourriez, en mixant toutes les tables, retourner tuer Strahd 10 fois, entre guillemets. Je trouve que c'est vraiment stylé. Moi, ça me plaît bien. Donc là, on a plein de variantes des yeux du... On a 30 variantes des yeux du tyranneuil. Donc c'est très cool. Ensuite, on a Spring. Donc là, c'est le printemps. On a les druides, les centaures, tout ça. Et puis on a Summer, ça c'est cool aussi, de thématiser par... Donc c'est très très cool parce que le temps, les saisons, ça peut aussi faire un peu les actes d'une campagne. Genre par exemple dans la Shadowmarch 2, Rena c'était vraiment la partie, c'est l'hiver, on fait 10-12 séances pendant l'hiver, etc. Je trouve ça vraiment cool. Enfin ça peut vraiment thématiser en fait un moment de jeu, je trouve. Et donc des bestiaires pour les saisons, vraiment, vraiment cool. Et est-ce qu'on a à chaque fois, parce que là par exemple je vois qu'on a c'est pas la moire, c'est quoi? C'est déjà Hag, la guenaude. On a la guenaude des glaces, on n'a pas la guenaude genre... Ah si, la guenaude des tempêtes, la guenaude... On a une guenaude par saison aussi, ça c'est cool. Peut-être pas à chaque fois quand même. On n'a pas de guenaude de l'été, tiens. Ensuite on a les forêts hostiles, donc là on retrouve vraiment nos grands classiques. Mais limite c'est les grands classiques que j'apprécie vraiment à aller voir, parce que par exemple... L'ours. Bon, on a à chaque fois, les PJ vont chasser, il leur manque des rations, ils tombent sur un ours. Oh my god! Qu'est-ce qu'il va avoir de spécial cet ours? Eh ben, il a une capacité légendaire d'ours. Comme ça, vous pouvez dire qu'il y a 10 ours légendaires dans votre monde, vous voyez? Vous avez un des 10 Legendary Bear Abilities. La campagne, c'est il faut tuer les 10 ours légendaires. Bon, là, on commence à faire de l'économie de place quand même. Le sanglier, on en avait un peu marre. Mais bon, on a vraiment plein de trucs. Le troll, il doit y avoir pas mal de trucs, non? Ouais, il y a quand même pas mal de choses. Et puis on a le petit trou de troll. J'accélère. Hot Plains, donc c'est plutôt la savane, on a le lion, la hyène, tout ça. Ensuite, on a Mysterious Mountains. On a la chèvre tellurique quand même, c'était vraiment important qu'il y ait ça quand même. Il fallait y penser. Ne pas la laisser de côté, la chèvre tellurique. Elle est très rancunière. Et ici, on a les mers endiablées, les mers tempestueuses. Et on a un dernier truc, science-fiction quand même. Ah, attendez, je voulais juste voir le tardigrade. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tardigrade. Faudra que j'aille sur internet parce qu'il n'y a pas vraiment la présentation dans le contexte, etc. C'est pas comme le bestiaire qu'on fait les Merry Mushmen, qui est plus tourné sur le folklore, etc. Bon, bien sûr, tous ces monstres sont inspirés du folklore, mais dans le truc des Merry Mushmen, pardon, dont j'ai oublié le nom, on en parlera sûrement dans une autre vidéo de Encre et Pixel. Vous avez vraiment les monstres un peu avec le contexte, avec une petite nouvelle et tout. Là, c'est pas un bestiaire comme ça, c'est un bestiaire pratique. Ça part du principe que vous connaissez peut-être un peu les classiques ou que vous allez aller regarder sur internet parce qu'il y a forcément une vidéo sur le tardigrade. Donc, on vous réexplique pas ce que c'est le tardigrade. On vous dit par contre que vous pouvez le modifier de 15 manières différentes. Là, il n'y a pas l'histoire vraiment du truc. Quoique, vous voyez, c'est écrit « Les survivants d'une calamité qui aurait eu lieu à l'aube des temps ». Donc ouais, vraiment un truc bizarre. Dans la science-fiction, on a quoi? On a les envahisseurs aliens, le visiteur alien, l'alpha mind, ça c'est cool. L'insecte colossal, hein. Le doppelganger. Ah, c'est doppelganger, je savais pas que c'était de la science-fiction en soi. Robot hound, donc là on est vraiment sur le truc assez original. Genre le chien robot, serviteur robot. À quoi le serviteur robot? Donc classique, ses ordres, des trucs bizarres qu'il a. C'est trop rigolo la manière dont c'est présenté. J'avais pas encore regardé ça. Les autres trucs, je les avais un peu survolés, mais ça, j'avais pas vu. Panopticon. Et c'est cool parce que ce qui est cool avec le robot, c'est que vous vous dites que quand vous le butez, potentiellement, bah vous ramassez chacun de ces morceaux et ça vous fait du loot, quoi. Ou alors vous le reprogrammez. C'est une autre possibilité. Le titan robot. What the fuck. Perfect Predator. Ah, ça c'est plus alien en mode alien quoi. Donc on a Conan avec son pistolet laser qui va se faire bouffer par un alien. Générique Space Wreck. Ouais, bon, vraiment le livre est fou. Je pense que vous réalisez en même temps que je vous le montre, hein, si vous ne le connaissiez pas. Et donc dans les index, à quoi sert cette page? Celestial Index of Benevolent Knowledge. C'est une autre classification, c'est ça? J'ai du mal à comprendre. Les innombrables. Ouais, c'est une autre classification un peu étrange. Les innombrables, genre il y a les aliens... Les cultistes. HDNA. Up in the Air, Junior Birdman. Bon, tout ça, faudrait que je regarde tout seul parce que là... Ok, là, c'est un classement par dé de vie et par chapitre, si j'ai bien compris. Faudra que je regarde de mon côté.
Je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt qu'on regarde ça là. Je vais pas le lire maintenant. L'index des Monster Utility. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, il y a plein de classements différents. Ok, là, c'est les trucs qui sont chassés pour quelque chose, quoi. Ok, le rhinocéros. Tristesse, ça nous rappelle à une dure réalité, mesdames et messieurs. Cynical Advice. Ah, ceux qui peuvent donner des conseils. Et c'est pas mal en vrai. Parce que des fois, c'est ça qu'il vous faut. C'est pas forcément... En fait, vous pouvez avoir le côté je veux varier mes biomes en fait. L'ambiance, genre l'été, l'hiver, le truc dont on parlait tout à l'heure. Et puis après, dans le cadre d'un même bac à sable, bah, ça fait penser au livre, je crois que c'est Monstrous, dont on parlera peut-être aussi dans une future vidéo, fait par Mapcrow. En fait, il y a aussi des tropes que vous voulez retrouver, genre par exemple, les monstres indénombrables. L'endroit où il va y avoir une créature qui essaie de manipuler les PJ, etc. Et en fait, avoir le classement aussi comme ça des créatures par rapport au thème, c'est vraiment cool. Genre le truc qu'on doit chasser dans n'importe quel X-crawl de votre campagne, si vous fonctionnez par exemple en différentes régions qu'on va explorer l'une après l'autre, par exemple, bah, vous pouvez avoir un truc qu'on a envie de chasser. Comme ça, si vous avez un personnage, c'est un peu un chasseur dans l'âme, c'est un peu un de ses tropes, bah, dans chaque région, il y aura un truc différent. Donc bien sûr, on peut y voir une sorte de pattern un petit peu numérique. Comme ça peut faire un peu, oui, pas très organique comme manière de faire, mais honnêtement, ça vaut le coup parce qu'après, vous tirez vos jets de dés, vous reliez ça à différentes intrigues, tout ça, et puis vous avez ça, quoi. Générique Mega Dungeon, ça donne envie de jouer, en fait, même de préparer avec le livre les donjons qui sont dedans, etc., pour vraiment s'économiser énormément de temps. Moi, j'aime bien créer des choses en quantité, plus qu'en qualité, développer la qualité pendant la campagne. Et ce livre colle parfaitement avec ça. Donc voilà, on a fini de faire le tour de ce petit Monster Overall. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ pour de futurs ancrés pixels, pour de futurs tout et n'importe quoi. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir soutenir sur Tipeee. Je remercie ceux qui le font déjà énormément. À très bientôt.